Merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier les organisatrices de ce colloque qui ont eu une très bonne idée. Les remercier, mais surtout les féliciter. Vraiment bravo. Alors, au Pérou, les sites Incas font l'objet d'une instrumentalisation depuis que les fouilles archéologiques existent. En effet, les vestiges Incas ont servi et servent encore de témoin à un roman national dont le credo est fondé sur l'idéalisation de l'Empire Inca, ce grand État, comme vous le savez, qui allait de l'Équateur au Chili et que les colonisateurs espagnols ont envahi à partir de 1532. Cette idéalisation prend racine en Europe au XVIIIe siècle avec les idées de Jean-Jacques Rousseau. Elle s'exprime dans des œuvres comme les Incas de Marmontel ou bien les Indes galantes de Philippe Rameau en musique. Ensuite, au XVIIIe siècle, dans la révolte contre les colonisateurs espagnols, organisée par Tupac Amaru, un descendant du dernier Inca, descendant des rois Incas, donc, on va voir poindre au Pérou l'espoir de la restauration utopique de cet empire, après qu'on ait chassé les Espagnols, et le retour de l'Inca qui obsède les pensées, même jusqu'à nos jours. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais c'est très intéressant d'observer jusqu'à nos jours un messianisme andin très vivant. Eh bien, dans la lutte pour l'indépendance, le mythe de l'Empire Inca va prendre forme. En effet, il se pose alors une question, la question importante, de savoir qui étaient les autochtones libérés de l'oppression coloniale. Eh bien, c'était bien évidemment les Amérindiens soumis à la couronne d'Espagne et à l'Église, mais cependant, les promoteurs de l'indépendance, essentiellement des créoles d'ascendance espagnole, ne pouvaient en aucun cas trouver une autochtonie décente dans ces Indiens qu'ils tenaient pour abjects. Pour eux, des êtres ontologiquement inférieurs ne pouvaient en aucun cas représenter la nation péruvienne libérée du joug colonial. Ne pouvant revendiquer une autochtonie historique, ces Péruviens libérés de la couronne d'Espagne vont tout simplement l'inventer. Ce n'est pas l'Indien païen, misérable et ignorant qui est convoqué comme fondement de la nation péruvienne, mais l'Indien civilisé par le puissant État Inca, le représentant d'un passé glorieux, l'Indien impérial, digne d'un État puissant. Cet Indien étatique sert ainsi une autochtonie mythique qui va s'élaborer essentiellement à travers le mouvement indigéniste des années 20. Les intellectuels de la gauche péruvienne réinventent alors le mythe du gouvernement parfait. C'est bien le socialisme que les Incas avaient créé et la nécessité du retour à cette ère grandiose apparaissait à la fois comme un credo nationaliste et comme la condition indispensable à l'avènement d'une internationale des travailleurs. En identifiant leur projet à celui du glorieux empire Inca, les indigénistes et plus généralement les créoles s'attribuent l'autochtonie qui fait défaut à la nation qu'ils entendent former, qui est par ailleurs très bigarrée, très divisée en différentes couleurs, cultures, ethnies, etc. Eh bien, c'est à la légitimation de ce mythe et surtout à sa transformation en histoire, sa métamorphose en histoire, que vont servir les fouilles archéologiques qui commencent à peu près à la même époque, les travaux de l'archéologue Tello et surtout évidemment, la découverte de Machu Picchu par Hiram Bingham en 1911, qui vont donner une assise concrète à l'idéalisation mythique de l'Empire Inca et à la mise à l'écart de l'Indien réel. C'est en effet à travers un double mouvement symétrique et inverse de politisation du mythe et de mythification du politique que s'élaborent les fondements de représentation nationale. D'une part, on politise le mythe d'un empire Inca parfait en lui donnant un horizon socialiste, et d'autre part, on mythifie l'unité politique d'une nation en fait profondément divisée, tout en donnant aux promoteurs de ce projet utopique un droit d'autochtonie en excluant les Indiens. C'est évidemment un traitement magique de l'histoire qui produit un mythe générateur d'identité nationale. Les sites archéologiques vont évidemment jouer un rôle primordial dans cette mythification. En effet, dès 1943, les vestiges archéologiques de Sacsayhuamán au Cusco vont former le décor de la mise en scène de la gloire Inca, et c'est en effet ici qu'est inventé le culte solaire Inca, réinventé le culte solaire Inca,
sous la forme de l'Inti Raymi actuel, qui rassemble jusqu'à nos jours à la fois des foules misérables de Péruviens et des touristes étrangers. Cette fête est censée reproduire la célébration inca du solstice, fondée sur les écrits de Garcilaso de la Vega, un chroniqueur espagnol du XVIIe. Eh bien, c'est à cette occasion que le personnage de l'Inca processionne autour de la place d'Armes comme le Christ de la Semaine Sainte et dans le site archéologique de Sacsayhuamán. Vous voyez ici, ça c'est le tout dernier Inca, c'est l'Inca de l'Inti Raymi de l'année dernière, dans les ruines de Sacsayhuamán. Il apparaît devant une foule qui l'attend depuis des heures, également un peu plus tard, après Sacsayhuamán, dans le temple du soleil, le Coricancha. Eh bien, ces festivités qui mettent en scène la gloire des ancêtres mythiques durent une semaine et les sites archéologiques en sont en quelque sorte les véritables assises. C'est eux qui transforment le mythe en histoire et excluent les Indiens de leur autochtonie. Il faut noter que les archéologues ont joué dès le début un rôle de caution académique à partir des années 20, des années 40, spécialement dans le design des objets manipulés et les vêtements de la scénographie du néoculte solaire. Vous voyez ici le grand prêtre, qui a les bras ensanglantés du lama qu'il vient de sacrifier pour le bonheur de la nation péruvienne, puisque l'Inca et le ministre du culte deviennent au cours de cette cérémonie de véritables personnages historiques. Là, vous avez un membre du cortège de l'Inca qui passe un coup de fil. Et je pourrais faire un commentaire des ornements qui sont assez déments, je veux dire. Alors, vous avez également des objets issus des fouilles que vous voyez à droite. Ce sont des objets qui sont pris dans le musée municipal de Cusco et qui sont multipliés par 1000. C'est la grandeur. Ici, malheureusement, on ne voit pas l'échelle, mais on reproduit ces objets à l'échelle des ruines de Sacsayhuamán pour en faire des personnages rituels. On voit ici la démesure, puisque là, ce sont des petites poteries qui font ça à peu près, et qui sont, comme vous le voyez, de la taille du grand prêtre qui est en train de procéder au rite de la bière de maïs offerte à la divinité solaire. Eh bien, cet usage, alors ça c'est la reproduction de l'Inti Raymi, c'est-à-dire du néoculte solaire actuel, au milieu, dans des ruines de murailles, dans une région assez lointaine de Cusco, pour les paysans du coin, et les guerriers de l'Inca étant interprétés par les enfants des écoles. Eh bien, cet usage de l'archéologie doit être considéré dans le cadre d'un néo-incaïsme véritablement truculent, qui s'exprime essentiellement dans les rituels et les cérémonies. En effet, actuellement, ces cérémonies dites préhispaniques sont quotidiennement réinventées dans la ville de Cusco. Dans les supermarchés, les banques, l'université ont fait couramment des offrandes à la Pachamama et aux divinités on sacrifie notamment chaque année un lama à l'université de Cusco pour la prospérité des études. Et dans les hôtels de luxe à Cusco, on offre en plus des services de coiffure et de massage et de jacuzzi, des lectures sur les feuilles de coca. Eh bien, cette exaltation néo-incaïste était particulièrement évidente dans l'intronisation, pour ainsi dire, chamanique de deux présidents de la République, Alejandro Toledo, qui s'est fait acclamer comme futur président de la République péruvienne à Sacsayhuamán, toujours dans les ruines de Sacsayhuamán, où il est accompagné de son épouse habillée en princesse inca et un leader indigéniste. Mais surtout, il s'est fait introniser en juin 2001 comme souverain inca sur le site archéologique de Machu Picchu, transformé véritablement en cathédrale de l'incaïtude. Vous le voyez ici, au premier plan, nous avons deux chamans qui font des offrandes. L'un d'entre eux est un néo-chaman. Celui qui offre, qui fait l'offrande, est le recteur de l'université de Cusco, qui est transformé en chaman à 16 heures et accompagné d'un chaman vrai, je mets des guillemets parce qu'on ne sait plus ce que c'est, qui est à côté de lui. Je pourrais en discuter avec vous plus tard. Eh bien, également,
le président de la République bolivienne, lors de son accession à la présidence de la République en décembre 2005, eh bien, Evo Morales va reprendre cette néo-intronisation par des chamans à la Porte du Soleil de Tiahuanaco. Les sites archéologiques deviennent ainsi des plateformes politiques et des générateurs de culture néo-inca. Ce n'est pas tout. Les vestiges de la civilisation inca prennent leur valeur de temple de l'incaïtude à un niveau beaucoup plus vaste, celui mondialisé de l'international inca du New Age. En effet, depuis une vingtaine d'années, les sites archéologiques sont investis par les mystiques du New Age qui viennent des États-Unis, d'Europe, et qui, sous la conduite de néo-chamans locaux, sont les clients d'agences de tourisme mystique. Pour les adeptes du New Age, les ruines incas sont véritablement imprégnées d'une énergie qui aurait été produite par les ancêtres incas, et cette énergie constitue une véritable recharge de vitalité, en particulier de vitalité spirituelle. Par ailleurs, le paysage dit tellurique des Andes est également saturé d'énergie inca dès lors qu'il forme le cadre de rituels indigènes. Qu'elle soit le fruit d'une occupation ancienne par les Incas ou d'une performance indienne contemporaine, l'énergie des Incas est bonne à capter. Elle est aussi, et peut-être surtout, une marchandise puisque sa captation sur les sites archéologiques est facturée par les agences de tourisme mystique. On voit bien ici que le site archéologique ou bien le paysage tellurique des Andes sont les vecteurs du pillage de la culture et de l'histoire indienne, cela d'autant plus que ce sont le plus souvent des chamans traditionnels qui sont recrutés pour extraire, c'est véritablement une extraction des pierres, des vestiges, l'énergie dont ils auraient le secret. C'est ainsi que l'Inca du New Age est aujourd'hui recherché par des milliers d'adeptes qui vivent aux États-Unis, en particulier en Californie, en Scandinavie, en Autriche et en Italie. Ils viennent au Cusco pour suivre un parcours rituel initiatique qui est proposé par l'agence Mystic Inca Trail pour 2 550 $. Et cette recherche du futur Inca se déroule sur les différents sites archéologiques de la région de Cusco. Vous voyez l'importance de l'archéologie pour ce tourisme mystique qui finalement tire de là son énergie. Outre le rôle que joue l'exploitation mystique de ces sites dans la mise à l'écart des Indiens, il faut signaler qu'ils sont gravement endommagés par l'irruption massive et souvent nocturne de New Agers complètement exaltés. Dans quelle mesure le patrimoine de la nation entretenu par le service public peut-il faire l'objet non seulement d'une instrumentalisation politique, comme on l'a vu, mais encore de profits privés, d'idéologies parfois sectaires et de dommages irréparables? La réponse à cette question est d'autant plus difficile que les néo-indiens produisent le plus souvent des rituels très riches, très intéressants, en tout cas pour l'anthropologue que je suis, qui y voit une véritable ethnogénèse, qui y voit véritablement une culture en train de se faire avec d'autres éléments que les sites archéologiques, en particulier l'invention actuelle d'une noblesse inca que je suis depuis quelques années au Cusco et qui est en train de faire remonter sa généalogie jusqu'aux Incas historiques. Mais avant d'entrer dans la complexité du problème éthique que je veux aborder, je voudrais revenir un instant en arrière sur les sites archéologiques incas avant les adeptes du New Age en quête d'énergie, avant les néo-indiens en quête de fierté inca, avant les politiciens en quête de vote, avant l'intervention des indigénistes en quête de nationalité. Je veux vous parler, pour finir, de vestiges vivants, de la culture indienne. Et pour cela, je me transporterai dans un village où j'ai travaillé pendant plusieurs années, à Yucay, dans la vallée d'Yucay, dans la vallée sacrée des Andes. Ici, les 2 étages écologiques du territoire de Yucay correspondent à 2 catégories définies par les mythes et les croyances liées à chacun d'eux. En haut, dans la montagne non cultivée, la partie sauvage hantée par des créatures dangereuses et protégée par les dieux des montagnes. En bas, la partie domestique, essentiellement des terrasses incaïques qui portent des parcelles cultivées. De magnifiques... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer
je voulais vous montrer l'extirpation de l'énergie des vestiges incaïques. Ici, nous avons un chaman local de Cusco qui a pris l'énergie des ruines de Pissar. Nous sommes sur le site de Pissar, et qui, face aux divinités des montagnes qui sont derrière, est en train de restituer cette énergie à un mystique New Age. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il transforme complètement un rite traditionnel véritablement indien d'offrande aux divinités des montagnes. Il inverse la relation. Là où les Indiens donnent des offrandes aux divinités, les New Agers, au contraire, captent l'énergie dans un processus, comme vous le voyez, dans un mouvement symétrique et inverse. Et là, vous avez là aussi des New Agers qui, vous allez le reconnaître, c'est l'Intihuatana du site de Machu Picchu. Ils sont en train là c'est vraiment un concentré extrême d'énergie. C'est vraiment le meilleur endroit pour capter l'énergie, très chère, mais très très bien. Et ils sont en train là de capter l'énergie de l'Intihuatana. Et enfin, ceux-là, qui sont des gens de Baltimore, avec qui j'ai fait du terrain, captent les énergies dans des niches dans les ruines incas de Pissar. Et récupérant, je vous l'expliquerai peut-être tout à l'heure, le travail d'anthropologues, parce que dans leurs explications, les chamans traditionnels recyclent le travail que font les anthropologues et les archéologues pour transformer, par exemple, les lignes d'un calendrier en vecteurs d'énergie. Je suis maintenant plutôt chez les Indiens traditionnels, où je vous disais qu'ils ont deux étages qui correspondent à deux périodes de l'histoire du monde. En haut, le temps obscur de la nature, avant l'apparition du soleil, et en bas, le temps solaire de la culture apportée par le soleil. Or, ces deux catégories sont délimitées par des grottes qui surplombent les terres dans lesquelles, selon les paysans de Yucay, sont logés les Machus, leurs ancêtres préhumains. C'est-à-dire que vous avez des vestiges incas, des grottes qui sont des tombes incas, qui sont interprétées par les paysans locaux comme une véritable ligne intermédiaire entre le temps d'en haut, le temps d'avant les préhumains et le temps de maintenant. Et donc, si vous voulez, où les ruines, les vestiges incas ont véritablement une valeur classificatoire. Ils ont d'autant plus une valeur classificatoire que l'espace du bas, eh bien, ce sont de magnifiques terrasses incas sur lesquelles les Indiens cultivent et sur lesquelles j'ai fait une étude de toponymes qui sont très très nombreux. Il y a un toponyme tous les 5 mètres. Et à travers cette étude de toponymes, j'ai pu voir que ces terrasses cultivées sont en fait divisées en haut et bas, exactement dans la même structure que l'ensemble du territoire est divisé en haut et en bas, et exactement dans la même structure, en haut et bas, qu'a aussi le village de Yucay, avec une zone intermédiaire entre le haut et le bas, comme l'était la ville de Cusco. Nous voyons ici, en plus, que les ancêtres préhumains qui se logent dans les vestiges incas peuvent se transformer, si on ne leur fait pas les rituels nécessaires pour les Indiens, ils se transforment en Sohamachu, c'est-à-dire une créature extrêmement nocive et dangereuse qui pénètre dans votre corps et qui se manifeste par l'ouverture des articulations du corps, et par les plaies ouvertes par le Sohamachu sont déversés les restes des préhumains. Et vous avez des malades qui vous racontent qu'ils ont eu des petits os qui sont comme des restes d'archéologues, n'est-ce pas, qui sont sortis de leurs articulations. Et on voit ici une homologie de structure très intéressante que je ne peux malheureusement pas développer entre la moitié haut et bas du territoire, la moitié haut et basse des terrasses incaïques, la moitié haute et basse du village, et toutes ces partitions sont simulées et reproduites annuellement par un grand rituel que malheureusement je ne peux pas vous décrire ici. Ce à quoi je voulais en venir, c'est à vous montrer à quel point pour les Indiens traditionnels, les vestiges incas ont une valeur structurante et sont au cœur de leur culture. Et le problème éthique qui se pose à partir du moment où, évidemment, on commence à faire des fouilles. À Yucay, il n'y a pas encore de fouilles, il y a vaguement un type qu'on met là pour garder et puis remettre les pierres en place un peu n'importe comment, mais il n'y a pas véritablement de fouilles qui sont entreprises, et
vous voyez bien que le jour où on transformera les tombes des préhumains en vestiges historiques, que va devenir toute cette structuration et toute cette vaste classification proprement indigène. C'est finalement toute une culture qui peut être ainsi appelée à disparaître à travers l'archéologie, et s'ensuivront peut-être tous les problèmes que j'ai posés dans la première partie de mon exposé: instrumentalisation des vestiges archéologiques et transformation de ceux-ci en vecteurs d'énergie et en marchandises, et instrumentalisation peut-être politique, on l'a vu. Et pour finir, je vous dirais que ces problèmes sont d'autant plus complexes que les indigènes s'approprient. On disait tout à l'heure qu'il s'agissait pour nous, contrairement à la théorie du complot, de complexifier les problèmes. Là, le problème est très compliqué puisque les indigènes, je vous disais tout à l'heure, actuellement s'approprient peu à peu de la doxa du New Age et la font rentrer dans les rites néo-incas qu'ils sont en train d'inventer, d'imaginer, de produire. C'est une production culturelle de cérémonies néo-incas tout à fait extraordinaire, et que donc les gens, les Péruviens eux-mêmes de Cusco, vont capter dans les sites archéologiques les énergies de leurs ancêtres, comme le montre cette photo d'enfants à Cusco. Alors ça, c'est le développement de la structuration du village de Yucay que je voulais vous montrer. Comme vous voyez ici les enfants des écoles, vous voyez ici la maîtresse d'école qui est en train de montrer aux enfants, toujours à Sarsahuaman, comment capter les énergies de leurs ancêtres incas. Et donc, on peut se demander, ça pose un problème éthique évident, des vestiges vivants des Indiens aux vestiges vivants du New Age, comment intervient l'éthique? Je vous remercie beaucoup.